Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. D'accord, mais ça veut dire quoi? Les années 2016 et 2017 ont été une longue bataille pour le salut de la Grande-Bretagne, et je l'ai vécu de l'intérieur. We did it! C'est une bataille qui déchaîne les passions et où on ne peut être sûr de rien. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'est mis une balle dans le pied. Même quand la victoire semble assurée. Madame May se débrouille merveilleusement bien. Mais avant tout, c'est une bataille qui se joue dans les plus hautes sphères de l'État. Prétendre que ça va passer comme une lettre à la poste est tout à fait absurde. Ceux qui nourrissent pareille illusion n'ont rien à faire dans la politique. Une bataille tout en rebondissement, dont je veux vous faire entendre les grondements et les soupirs. Ça, c'est le numéro 10 Downing Street à Londres, où je suis venu voir le Premier ministre David Cameron tirer sa révérence après sa défaite au référendum sur le Brexit. Fini le glamour, place à l'ordre et à la détermination. Et ça, c'est tout ce qu'on verra et entendra de la nouvelle Première ministre et de son gouvernement avant des mois. On entend dire par des fuites que, selon eux, sortir de l'Europe serait simple comme bonjour. Londres prévoit de déclencher la procédure en mars 2017, sans débat, ni opposition, ni élection. Mais le Brexit a le chic de donner tort à tout le monde. Premier revers, une citoyenne britannique, gestionnaire de fortune et militante politique, Gina Miller, dépose un recours en justice pour demander que le Parlement puisse se prononcer sur la sortie de l'Union. Les juges décident que le Parlement a bel et bien son mot à dire. Voici les juges qui ont pris cette décision. Leur verdict sera immédiatement critiqué par un puissant journal populaire. On parle d'un panel non élu de juges coupés de la réalité. Le Daily Mail est un journal répugnant. Ils devraient avoir honte. Ils ont tué le reportage politique dans ce pays. De telles manœuvres d'intimidation sont dangereuses pour la démocratie. Pourquoi une immigrée d'origine guyanienne, mère de 3 enfants, dont une fillette handicapée, déclare-t-elle la guerre au gouvernement sans le soutien d'aucun parti politique? Personne n'a pris contact avec moi. Les travaillistes non plus? Non, oh que non. S'ils m'appelaient, je leur demanderais de me rembourser mes cotisations, puisque j'ai fait leur travail. Quand tout le monde se prend la tête entre les mains en disant « Oh là là, c'est terrible », mais ne fait rien, alors il faut se battre. À l'origine de toute rivière, il y a une goutte d'eau. Et si je peux être cette goutte d'eau qui incite les gens à se rassembler pour agir, alors je serai heureuse de m'être embarquée dans cette bataille. Le verdict des juges de la Haute Cour de justice de Londres, qui donne raison à Gina au détriment du gouvernement, met fin à la lune de miel parlementaire de Madame May en encourageant une poignée de députés du Parti conservateur anti-Brexit à s'offrir une revanche. Jusque-là, le gouvernement a muselé le Parlement sur la question de l'avenir des relations avec l'Union européenne. Pourquoi? Si seulement je le savais. De quoi ont-ils peur? Ils semblent terrifiés à l'idée de permettre aux députés de voter et déterminés à nous empêcher de débattre des principes fondamentaux. En réalité, ils ne savent pas ce qu'ils veulent eux-mêmes. Il y a tellement de dissensions au sein même des plus hautes sphères du gouvernement. Dans le monde entier, le Brexit renverse l'ordre établi. Fini la diplomatie cosy. Des leaders d'un nouveau genre ont le vent en poupe. Les Britanniques ont tiré les premiers, en quelque sorte. Convaincue de la défaite de Donald Trump, Madame May et son équipe tiennent des propos très désobligeants à son encontre. Sorry to keep you waiting. Complicated business. La riposte ne se fait pas attendre.
À peine élu, Donald Trump suggère que soit nommé au poste d'ambassadeur du Royaume-Uni à Washington l'un des pires ennemis de Theresa May, celui qu'il appelle Monsieur Brexit. Come here, Nigel. Come here. This guy. You know, they go around calling me Mr. Brexit. I said, there's only one real. How are you, Nigel? À son grand dam, le gouvernement britannique comprend que ce n'est pas une plaisanterie. Trump est convaincu qu'il doit en partie sa victoire à Nigel Farage et à sa ligne anti-establishment. C'est lui qui a suggéré que je prenne le poste d'ambassadeur à Washington. On me dit qu'ils ont une excellente cave à vin. Bien sûr, il n'en sera rien. Mais sérieusement, je connais une bonne partie de l'équipe qui va occuper des postes importants dans l'administration US. J'en connais certains depuis des années. Et je peux certainement aider à reconsolider les relations entre le gouvernement du Royaume-Uni, qui a manqué de respect envers Trump, et le nouveau président des États-Unis. Cela tombe sous le sens. Nous sommes dans le restaurant préféré de Nigel Farage. Il est 11h30 du matin, l'heure de prendre un petit remontant. À en croire la rumeur, les pro-Brexit et le nouveau gouvernement voudraient faire de Nigel Farage un lord et lui offrir un poste au gouvernement. D'abord, Madame May soutient le camp anti-Brexit, mais de façon assez molle. Puis elle devient Première ministre et dit « Le Brexit, c'est le Brexit ». Je me dis « Bon sang, mais c'est formidable, cette femme me plaît ». Mais 5 mois s'écoulent et il ne se passe toujours rien. Il faudrait que les choses se précisent. J'ai l'impression qu'ils essaient de se débiner. Plus que 4 mois d'ici mars, le mois qu'a choisi Theresa May pour mettre en branle le Brexit. Craignant qu'un débat parlementaire ne retarde le processus, elle conteste la décision des juges et fait appel devant la Cour suprême. Mais en marge du nouveau procès, une campagne de diffamation se déchaîne contre Gina Miller. Il y avait un bataillon de policiers chez moi hier soir. Ils ont installé des systèmes d'alarme un peu partout dans la maison, au cas où quelqu'un découvrirait mon adresse. Cette Gina Miller, oh, ils sont méchants avec moi, j'ai reçu une menace de mort. Moi, j'en ai reçu 10, cette semaine. Je les ai transmises à la police. Et vous savez ce qu'elle en fera? Rien. Absolument rien. On crie sur tous les toits que le Brexit a entraîné une multiplication des crimes et des comportements haineux. Eh bien, je suis sûr qu'une poignée de mufles s'est effectivement mal comportée depuis le Brexit, mais ni plus ni moins qu'avant, si vous voulez mon avis. Et la haine dont on fait preuve à notre égard, à l'égard des pro-Brexit, ça, personne n'en parle. Deuxième jour du procès en appel. Au tribunal, la balance penche de plus en plus en faveur de Gina Miller, aux dépens de Madame May. En rentrant chez moi hier soir, j'ai appris que la police avait arrêté quelqu'un pour incitation à la violence. La police décide de passer elle aussi cette arrestation sous silence, de crainte qu'elle n'encourage d'autres actes de violence. À ma grande surprise, je découvre que cette crainte est partagée par les pro-Brexit, même si ce n'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. Les conséquences d'un Brexit avorté seraient extrêmement graves pour le pays dans son ensemble. En 1832, le duc de Wellington, grand héros de Waterloo, a fait installer des volets de fer aux fenêtres de sa résidence. On lui jetait des pierres parce qu'il voulait entraver la réforme parlementaire. Il est vraiment très rare que les Britanniques descendent dans la rue pour déplorer un déni de démocratie, mais ça peut arriver. Dernier jour à la Cour suprême. À mes yeux de non-juriste, ça ne s'annonce pas bien. À 16h, les juges se retirent pour délibérer. Gina Miller pense gagner. Une victoire que le camp du pro-Brexit dénonce déjà.
L'expression « c'est un jour historique » est bonne à employer au journal de 18h pour inciter les gens à continuer à regarder jusqu'à 18h25. Mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Madame Miller a-t-elle fait bon usage de son argent? C'est à elle d'en juger. Les gens ont toutes sortes de loisirs. Certains aiment les yachts, d'autres aiment les procès. Et Madame Miller semble prendre un grand plaisir à parader devant les tribunaux. Pour moi, ce combat vaut la peine d'être mené, sans quoi je ne me mettrais pas volontairement sous le feu des projecteurs en m'exposant à des menaces de mort. Ils s'attaquent à ma personne parce qu'ils ne sont pas en mesure d'attaquer mes convictions ou mes arguments. Franchement, ce sont des lâches. Elle a dit aujourd'hui qu'elle n'est critiquée que parce qu'elle est noire. Voilà. Tout est dit. Et ces bêtises vont être publiées. Résultat, tout le monde va y croire. Nous voici en janvier 2017. Plus que 2 mois avant l'échéance pour déclencher le Brexit. Les juges de la Cour suprême vont bientôt rendre leur verdict. Madame May devra-t-elle obtenir l'aval du Parlement pour mettre la machine en marche? Je suis une véritable boule de nerfs ce matin. Les émotions se bousculent, mais j'éprouve déjà un certain soulagement, parce que tout cela sera bientôt fini et que je vais pouvoir retrouver une vie normale. Je n'avais pas prévu que ça se prolongerait après octobre. Je n'envisage pas le verdict sous l'angle de la victoire ou de la défaite. L'important est de faire triompher ce qui est juste. Et il est juste qu'on brandisse haut nos principes constitutionnels, qu'on discute de tout ça au Parlement. Les élus doivent pouvoir faire leur travail. Le gouvernement a eu tort de croire qu'il pouvait n'en faire qu'à sa tête. La BBC la décrit désormais comme une philanthrope pleine d'initiatives. C'est donc forcément quelqu'un de bien, non? Je trouve ça tout à fait fascinant qu'on la décrive de la sorte. L'article 50 stipule qu'un pays souhaitant quitter l'Union européenne doit le notifier au Conseil européen en respectant la procédure exigée par sa propre loi constitutionnelle. C'est pourquoi le gouvernement britannique ne peut pas activer l'article 50 sans avoir obtenu l'accord préalable du Parlement. Allô? Bien sûr que non, j'écoute le jugement. Quel crétin. Je sais que j'y suis pour quelque chose, mais je ne prends pas ça comme une victoire. C'est ce qui aurait dû être fait dès le départ. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Je faisais confiance à la Cour pour faire respecter le droit constitutionnel. Ce n'est donc pas une surprise pour moi qu'elle l'ait fait. Ce qui est étonnant, en revanche, c'est que tous les médias disent maintenant « Bien sûr que c'est la juste marche à suivre ». Mais où étaient-ils ces 7 derniers mois? Tous ceux qui ont soudain décidé d'être de mon côté auraient pu se montrer solidaires un peu plus tôt. La victoire de Gina Miller est une vraie épine dans le pied du gouvernement qui ne dispose que d'une faible majorité au Parlement et qui va devoir séduire d'autres députés pour qu'ils se prononcent en faveur du Brexit. Jusque-là, je pensais qu'il n'y avait aucune chance pour que Mme May appelle à des élections générales anticipées. Elle n'est pas trop du genre à prendre des risques. Mais depuis 24 heures, je me dis que si la circonscription de Copeland vote conservateur aux élections partielles et celle de Stoke vote UKIP, le Parti travailliste sera fortement affaibli. Et ça pourrait être l'occasion d'organiser des élections générales au printemps. Pas d'élection nationale pour l'instant donc, mais des législatives partielles surprises à Stoke-on-Trent, dans les Midlands, à la suite de la démission du député de la circonscription. Jadis mondialement réputé pour sa céramique, Stoke a connu dernièrement des temps difficiles. La pauvreté s'est installée, les bâtiments se délabrent et les habitants éprouvent un grand ras-le-bol vis-à-vis de la politique. C'est la ville de Grande-Bretagne qui a recensé le plus grand nombre de votes favorables au Brexit. Avec son programme anti-immigration et pro-sortie de l'Union, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP, espère remporter la circonscription. Ces élections pourraient être l'occasion parfaite pour UKIP de marquer des points et de montrer qu'il est en train de devenir une force nationale majeure. Son nouveau leader annonce immédiatement la couleur. Comment ça va ? Très bien. On fait du porte-à-porte et ça se présente vraiment bien. Hier, les sondages nous donnaient 6 points d'avance, alors on est confiant. Et le Parti travailliste ?
Les gens ont un besoin cruel de changement. Ça revient souvent. Ils ont eu des députés travaillistes pendant 50 ans. Et maintenant, ils veulent quelque chose de mieux. L'avance considérable de UKIP dans les sondages en début de campagne terrifie Gavin Tilston, propriétaire d'un café à Stoke-on-Trent. Je suis consterné de voir à quel point les gens se laissent berner facilement par des promesses qui font miroiter des solutions rapides. Ils boivent littéralement les paroles de Paul Nuttall. Ils croient tout ce qu'il leur dit parce que c'est ce qu'ils veulent entendre. Ils se sentent méprisés depuis une éternité et voilà qu'arrive un sauveur qui annonce qu'il va résoudre tous les problèmes. Il y a des groupes minoritaires par-ci par-là, mais ils ne sont pas assez forts face à l'énorme majorité de la population qui s'érige contre les immigrés sous prétexte de garder les emplois pour elles et pour les futures générations. Ce n'est pas évident comme situation, mais en 2 mots, j'ai peur. Je suis sûr qu'on va envoyer Nuttall au Parlement, et c'est grave. UKIP a d'autant plus de chances de l'emporter que ses principaux opposants sont les socialistes du Parti travailliste, qui sont très divisés sur la question du Brexit. Les 2 tiers des députés travaillistes représentent des circonscriptions qui ont voté pour la sortie de l'Union européenne. 1 tiers représente celles qui ont voté pour le maintien. Il ne sera pas facile de trancher. Maintenant que le Parlement est investi de la responsabilité finale quant au Brexit, Keir Starmer doit convaincre les députés travaillistes d'arrêter de se chamailler. Il est temps pour eux de s'aligner sur la position officielle, celle de soutenir la sortie, avec quelques réserves. Il y a des divergences d'opinion au sein du parti, c'est évident. J'essaie de lisser tout ça afin qu'on soit plus fort pour affronter l'avenir, mais aussi pour éviter de tomber dans l'acrimonie. Et vous pensez réussir? Actuellement, il me semble que chacun se montre très respectueux des opinions des autres. Malgré toute la bonne volonté de Keir Starmer, 47 députés du Parti travailliste continuent à jouer les rebelles en s'opposant au Brexit. Céder au gouvernement en acceptant un programme qu'il a voulu s'imposer lui-même est inconcevable pour nous et reviendrait à trahir nos électeurs. Alors pourquoi vos collègues le font-ils? Je ne vais pas tenter de justifier leur décision. Pour moi, c'est une honte. Une honte? Parfaitement. Nous avons trahi de nombreux travaillistes et notre pays tout entier. Même Theresa May dit que le meilleur qu'on pourra tirer du Brexit sera pire que la situation actuelle. À Stoke, les travaillistes ont enfin choisi leur candidat, un jeune membre actif du parti, mais il le dissimule encore aux médias parce qu'il a voté pour le maintien dans l'Union européenne lors du référendum. Seule sa consoeur et tutrice, Ruth Smith, députée de la circonscription nord de Stoke-on-Trent, est autorisée à parler aux journalistes. Pourquoi ne puis-je pas lui parler à lui? Je vais vous répondre le plus gentiment possible. Si vous me parlez à moi, c'est parce que Gareth est occupé à parler aux électeurs. UKIP a-t-il encore une raison d'exister? Je ne crois pas. Ils voulaient un référendum, ils l'ont eu, et ils l'ont gagné. Maintenant, c'est à nous de gérer la situation et de trouver des solutions réalistes et honnêtes, chose qu'on n'obtiendra pas de la part de UKIP ou de Paul Nuttall. S'il était devant vous, là, que lui diriez-vous? Disparaissez de ma ville. Sa politique consiste à semer la haine et la division. On ne veut pas de ça ici. Il ignore de quoi les gens de cette ville ont besoin, car il ne les connaît pas. Gareth Snell sort de sa tanière pour le premier débat de la campagne électorale. Signe que cette élection n'est pas tout entière focalisée sur le Brexit, les électeurs de Stoke reprochent à UKIP de ne pas avoir choisi pour candidat un habitant du coin. Stoke a besoin de quelqu'un qui soit apte à donner à cette ville une assise politique à l'échelle du pays. Je suis le leader national du parti. Si vous m'élisez, les choses vont changer. Jusque-là, tout ce qu'on sait, c'est que ce monsieur veut utiliser Stoke-on-Trent comme tremplin pour entrer au Parlement avec son parti. Mon intérêt à moi, ce n'est pas mon parti, c'est vous. Les travaillistes ont compris qu'à Stoke, il était urgent d'aborder les problèmes locaux. Mais plusieurs décennies de ressentiment ne s'effacent pas d'un coup d'éponge. Je vis dans cette ville depuis 59 ans et je suis désolée, mais j'espère que le Parti travailliste va perdre cette fois. J'ai toujours soutenu les travaillistes, mais vous n'êtes plus les travaillistes d'antan, ceux qu'ont connus mon père et mon grand-père. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous n'êtes plus les représentants de la classe ouvrière.
Un nouveau vote est organisé pour trancher sur l'article 50, mais rien à faire. Le Parti travailliste est encore profondément divisé. À droite, j'ai 498 oui. À gauche, 114 non. Le oui l'emporte. Ça m'a profondément attristé de voir autant de confrères travaillistes, dont je sais qu'ils sont conscients des dommages qu'entraînerait la sortie de l'Union, rester assis sur leur banc à se tourner les pouces pendant que j'allais voter. Ça a été terrible comme expérience. Ça m'a complètement démoralisé de constater que des collègues que je respecte et que j'ai admirés pendant des années n'étaient pas prêts à lever leur derrière pour trancher sur la question la plus importante pour le pays actuellement, et dont la réponse aura des effets à long terme sur le Royaume-Uni. À Stoke, UKIP est en perte de vitesse. Leur succès reposait jusque-là sur deux piliers, le Brexit et Nigel Farage. Ils décident donc de remettre leur ancien leader sur le devant de la scène pour consolider leur campagne. Continuez sur votre lancée. Ne déviez pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas d'inquiétude, je ne compte pas m'esquiver. De retour dans son QG londonien, quelques jours plus tard, le politicien tient un autre discours. Les semaines qui viennent s'annoncent rudes. Je pense que UKIP va devoir faire quelques ajustements. Je ne suis pas totalement satisfait de la situation. J'ai une réunion importante avec Paul Nuttall cet après-midi, et n'oubliez pas que je suis un habitué de ces élections partielles. Je sais comment ça marche, et ça me ferait mal de nous voir perdre à 600 ou 1000 voix près à cause d'une erreur stratégique. Rien n'est perdu, mais il va falloir améliorer notre stratégie. Nigel Farage a raison. Le Brexit ne suffit pas à garantir la victoire de UKIP à Stoke. Le profil du candidat compte aussi. Or, Paul Nuttall fait l'objet d'une enquête policière pour avoir tenu des propos mensongers. Comment ça se passe? Bien. Oui, enfin, on n'a pas cessé de m'attaquer. Je suppose que ça fait partie du jeu, surtout quand la partie est aussi serrée. Ça va se jouer à très peu de choses. Et ils le savent. Et il a raison. Il suffit d'aller dans la rue à quelques mètres de là pour s'en assurer. Je vais voter contre UKIP. Je suis l'une des rares qui ont voté pour rester dans l'Union. Mon père était un immigré et c'était l'homme le plus gentil qui soit. Comment Paul Nuttall ose-t-il se montrer dans cette ville? C'est un raciste et un salaud qui veut bloquer l'immigration. Le jour du scrutin est arrivé. Le paysage politique de la Grande-Bretagne pourrait changer irrévocablement. La tempête Doris fait de son mieux pour l'empêcher. Bonjour Paul. Alors, vous votez pour qui? Pour le bon, j'espère. On va voir ce que dit le ciel. Ça peut s'améliorer comme ça peut empirer. Dans les deux cas, ça va influencer le résultat d'une façon ou d'une autre. Le Parti travailliste envoie des troupes affronter la tempête Doris, craignant qu'elle ne dissuade ses plus fidèles alliés, les ouvriers, d'aller voter. En restant à l'abri chez eux, ils donneraient l'avantage à UKIP et à son programme simpliste fondé sur la méfiance. Je ne peux que prier pour que ce ne soit pas UKIP qui gagne. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans la gueule le jour où 70% de Stoke-on-Trent a voté en faveur du Brexit. Comme si mes amis m'avaient trahi. À chacun son opinion. Mais je ne pensais pas que les gens tenaient tant à sortir d'un système qui allait forcément trouver des solutions un jour ou l'autre. J'ai très peur que ces 70% qui ont vu dans le Brexit la solution à tous les problèmes voient aujourd'hui en Paul Nuttall l'homme qui va les résoudre. Clôture des bureaux de vote. Le décompte des bulletins commence. Et c'est gagné pour le Parti travailliste. Avec 2000 voix de moins, UKIP essuie une défaite écrasante.
Nigel Farage n'aurait-il pas fait mieux? Bien sûr que non. Vraiment? Ils savent qu'ils ont raté une occasion en or de se servir du Brexit pour révolutionner le paysage politique du Royaume-Uni. Au petit matin, le parti fait ses cartons et vide les permanences. Quand je me suis réveillé, j'ai été émerveillé de lire sur Facebook des commentaires du genre « Génial, on a réussi, ça y est, Nuttall est éliminé. Vous pensez qu'il osera se montrer en ville aujourd'hui ?» On ressent un gros soulagement. Les gens sourient, ils passent leur tête par la porte et lancent « Ouf, c'est Garrett !» Et c'est vrai que c'est fantastique de savoir que notre ville est sauvée et n'a pas voulu que Nuttall s'installe aux commandes. Cette victoire inattendue est tellement réjouissante que le leader national du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, rend une visite surprise aux habitants de Stoke. Félicitations, Garrett. Magnifique résultat. C'est formidable que tu sois élu. Permets-moi d'être le premier à te féliciter d'avoir été élu pour être le nouveau député de Stoke-on-Trent Central. Mais la visite ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Une chose que j'ai apprise sur les journalistes avec le temps, c'est que vous êtes incroyablement discourtois les uns envers les autres. Ne pouvez-vous donc pas apprendre à être poli? Nous ne sommes plus qu'à un mois de l'échéance fixée par Theresa May pour déclencher le Brexit, et la Première ministre est bien embêtée. Le Parti travailliste est encore bien vivant, et le Parlement, lui, est bien décidé à débattre de l'article 50. Nous ne nous laisserons pas intimider et nous accomplirons dûment notre devoir constitutionnel. Les conseillers de Mme May se moquent d'un tel discours. Selon eux, les travaillistes préféreront s'aligner plutôt que de risquer un suicide électoral. Certains ministres sont néanmoins inquiets. Il leur semble impossible de mener à bien le Brexit avec une trop faible majorité parlementaire. L'un d'eux accepte de venir m'accorder discrètement quelques instants. La procédure législative parlementaire s'annonce très compliquée. Je crois que ce sera un sacré bourbier. Ça pourrait même devenir un cauchemar parlementaire. Et deuxième chose, et c'est la plus inquiétante selon moi, c'est qu'on risque fort de se retrouver à dire dans les négociations avec l'Europe « voici nos conditions » et que l'Union européenne répondra « pas question, voici les nôtres ». À l'heure actuelle, je ne vois pas du tout comment on pourrait sortir de l'Union de façon indolore. Je pense que beaucoup de gens vont s'agiter toute la nuit dans leur lit en espérant trouver la solution. Mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il y en ait une. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure de la valse aux adieux. Le 29 mars, le divorce est consommé. Le Brexit va enfin devenir une réalité. Les médias sont au rendez-vous, tout comme l'homme qui est passé maître dans l'art de profiter des feux de la rampe pour tirer la couverture à lui. Exit, les anti-Brexit. La déconfiture de Stoke semble oubliée. Content de vous revoir. Je suis ravi d'être là. J'espère qu'on va bien s'amuser. Le processus d'activation de l'article 50 est enclenché. La Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Nous allons prendre nos propres décisions et voter nos propres lois. Nigel, vous avez une pinte dans une main et la lettre de Theresa May dans l'autre. Êtes-vous un homme heureux? Très heureux. Un rêve impossible est devenu une réalité aujourd'hui. Qu'avez-vous envie de dire aux Français aujourd'hui? Faites comme nous. Reprenez votre indépendance. Jetez-vous à l'eau. Elle est vraiment bonne.
C'est une journée exceptionnelle. Le processus est maintenant en marche. Quelle a été votre première pensée ce matin en lisant les journaux? Ma première pensée: salut au jour de fête, vénérable pour l'éternité. Je peux vous le faire écouter. Qu'est-ce que c'est? Un chant grégorien que je trouve tout à fait adapté au Brexit. Je l'écoute en boucle, à l'heure où nous allons enfin quitter l'Union européenne. Pour les gens comme moi, et nous sommes nombreux, plusieurs millions, c'est un jour triste. Cela dit, on peut voir ça comme un début, et pas nécessairement une fin. De quoi, on ne sait pas trop. Mon rôle est de rester vigilante. Qu'est-ce que les partisans d'un Brexit dur ne veulent surtout pas? Perdre du temps. Parce qu'avec le temps, les citoyens britanniques pourraient entendre raison et changer d'avis. Je ne devrais pas être aussi bouleversée. Mais vous l'êtes. Je trouve juste ça nul. Voyez-vous ça? Après avoir passé un an à répéter qu'elle ne convoquerait pas d'élections anticipées, Madame May appelle soudain le peuple aux urnes. Surfant sur la vague de sondages favorables, elle saisit sa chance de conforter sa majorité afin d'être en position de force pour négocier le Brexit. Je crois que tout le monde est tombé des nues. Je n'aurais jamais cru qu'elle voudrait demander l'aval du Parlement. Quand elle a pris cette décision, je me suis dit, elle va demander l'aval de la Chambre des communes parce que les travaillistes vont faire leur mouton de panurge et dans un formidable élan sacrificiel, ils vont commettre un suicide collectif et voter pour des élections. Elle a joué très finement. Et l'idée de passer par la Chambre des communes, qui était en soi le plus gros obstacle à surmonter, a été un trait de génie. Je n'en reviens toujours pas. Les sondages relayés par la presse donnent une avance considérable à la Première ministre. Et ceux réalisés par le Parti travailliste sont de plus mauvais augure encore. Vous allez voter? Oui. Et vous voterez comme ça? Bien sûr. Impeccable. Je suis à Stoke quand l'humoriste Eddie Izzard vient soutenir Gareth et Ruth. Je n'ai pas arrêté depuis les élections partielles. Et pile quand je commençais à respirer un peu, hop, c'est reparti. Et cette fois, je fais campagne pour ma circonscription à moi. Enfin, bientôt à moi. Quelles sont vos chances? Pour l'instant, les sondages me donnent perdante. La campagne des conservateurs, elle, est placée sous le signe du contrôle total. Ils ont décidé qu'ils avaient une telle avance, que le Brexit leur donnait un tel avantage, que la Première ministre n'avait pas besoin de faire une apparition en public. Coup d'envoi de la campagne dans les Midlands de l'Est. Ça va être turbulent. Il y aura un mercredi incertain, un mardi vexant, un jeudi à pleurer de rage. C'est dans la nature des campagnes. Mais pour l'instant, les choses sont assez stables. Personne d'autre ne marque des points. De fait, si évolution il y a, ce sera au détriment du Parti travailliste. Bonjour mon cher, c'est Ruth. Oh, comme c'est dommage que vous ayez fait ça. Vous deviez voter pour moi? Ça marche du tonnerre. Il a jeté son bulletin de vote par correspondance. Malheureusement, c'est le leitmotiv du moment. Quand les gens se retrouveront devant les urnes, ils ne sauront pas quoi faire. Est-ce qu'ils pensent qu'ils votent pour moi, ou pour le Parti travailliste, ou pour Jeremy Corbyn contre Theresa May? Ils sont tous dans le flou le plus total. C'est le dépouillement qui va être sympa. Incroyable mais vrai, imperceptiblement l'écart se resserre dans les sondages. Les travaillistes ont retenu la leçon de Stoke. Ils marquent des points en se focalisant sur le système de santé et l'économie et en évitant soigneusement de parler du Brexit et de l'immigration.
Les foules se pressent pour voir Jeremy Corbyn, même à midi, et sur un parking. Il réussit même à tourner à son avantage le refus de Madame May de débattre avec lui. Il est très étrange que pendant une campagne électorale, alors que nous sommes toujours sur le terrain à vous parler, la Première ministre semble avoir du mal à rencontrer qui que ce soit et à discuter. Il y a un débat à Cambridge ce soir. Je ne sais pas ce qu'elle a l'intention de faire. Et comme ce n'est pas loin de Londres, je l'invite à venir défendre son programme, sa politique, ses projets, ses propositions, pour que les électeurs sachent à quoi s'en tenir. Jeremy Corbyn s'en va donc à Cambridge, où on lui réserve un accueil triomphal. Aucune trace de Madame May, bien sûr. Une courageuse secrétaire d'État à l'intérieur la remplace. Les électeurs ont encore 8 jours pour faire leur choix et ce soir, j'accueille ici les représentants de 7 partis venus défendre leurs idées devant le public de Cambridge et vous tous qui nous regardez à la télévision. Loin des foules enthousiastes, le leader du Parti travailliste a plus de fil à retordre. Quand cesserez-vous de faire croire que l'argent pousse sur des arbres? Quand vous reconnaîtrez que les droits de l'homme sont enfreints partout dans le monde. Je veux de bons résultats et on les obtiendra avec Theresa May. Il y a presque exactement un an, vous affirmiez que nous serions plus forts, plus en sécurité et en meilleure posture au sein de l'Union européenne. Vous avez ouvert les portes du Royaume-Uni au Hamas. Sa seule présence au débat a donné à Jeremy Corbyn et à son parti un avantage non négligeable. Le vent de la campagne est en train de tourner. Les électeurs commencent à oublier le référendum pour s'intéresser à la situation économique actuelle. Vous en voulez un aussi? Fantastique. Oui, je vais voter travailliste. Ça suffit comme ça. Je travaille pour le NHS, le système de santé publique, et on n'a pas assez de personnel, pas assez de places de parking. Et quand on réclame une place de parking, nos demandes sont toujours rejetées pour une raison X ou Y. Ça devient urgent. Merci pour votre soutien. Les députés jusque-là persuadés de perdre sont soudain certains de l'emporter. Savez-vous pour qui vous voterez le 8 juin? Vous voterez travailliste? Je crois, oui. Vous croyez? Super. Aviez-vous voté travailliste la dernière fois? Oui. Alors restez-nous fidèles. Et n'hésitez pas si je peux vous aider. Vous avez là mon numéro, mon email et tout ce qu'il faut pour me contacter. Même les conservateurs les plus établis commencent à s'inquiéter. Ils ont pissé sur mon affiche. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont été filmés par les caméras de surveillance. Ils ont souillé nos affiches. Ils les ont déchirées, recouvertes de graffitis. Les salauds. Oui, j'ai porté ces chaussures pendant toute la campagne. Je les ai achetées au tout début. Elles sont incroyablement confortables et maintenant elles sont flinguées. Vous croyez toujours en une victoire écrasante? Je n'en sais rien. Et même si je le savais, est-ce que je vous le dirais? Non, je pense qu'on va bien s'en sortir. On devrait gagner entre 50 et 80 sièges, voire plus. Qui va être nommé au gouvernement? Je ne sais pas, mais je peux vous dire une chose, pas moi. Je suis prête à parier qu'elle ne me reprendra pas. De toute façon, je n'y retournerai pas. Je peux bien le dire, puisque vous ne diffuserez pas ces images avant les élections. Je ne serais pas surprise qu'Amber Rudd soit nommée aux finances. Et Boris Johnson? Aucune idée, je ne sais pas ce qui va advenir de Boris. Vous savez, quand je le vois, je suis toujours sympa avec lui et on passe un bon moment. Mais j'ai un peu de mal à le prendre au sérieux en tant que secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Ce poste requiert un adulte sérieux.
Le dernier débat électoral entre Jeremy Corbyn et Theresa May va commencer dans une dizaine de minutes. Nouveau signe révélateur de la nervosité du Parti conservateur, Boris Johnson refait surface, après des semaines de silence. Il est tout à fait évident que les travaillistes n'ont aucun projet sérieux à présenter à l'Union européenne et qu'ils sont prêts à accepter n'importe quelle condition. N'importe quelle condition. Et je doute fort. Et les retraites? Et les aides sociales? Mettez-lui une baffe. La chef de file du Parti conservateur et première ministre, Madame Theresa May. Si les chefs des partis s'affrontent d'égal à égal sur le plateau de télévision, Boris Johnson oublie tout sens de la diplomatie quand il répond à la presse en fin de débat. Vous avez participé... S'il vous plaît, Boris, un instant. Vous avez participé à l'organisation de la campagne du Parti travailliste. Accordez-moi une seconde, Boris. Ne me hurlez pas dans l'oreille. Vous avez participé à l'organisation de la campagne. Il n'a jamais mis les pieds dans une banque alimentaire. Bah voyons. J'en ai créé moi-même quand j'étais maire de Londres. Retirez ce que vous venez de dire. Arrêtez une seconde. J'aimerais qu'on entende Jeremy Corbyn. Voici ce qu'il a dit sur la dissuasion nucléaire. Nous sommes à la veille de l'élection et l'adjoint de Boris Johnson est tout sauf sûr de la victoire. Je dirais que l'électorat s'est retourné contre nous. La façon dont nous avons mené notre campagne a finalement redonné du crédit à Jeremy Corbyn. Il n'y a pas de quoi être fier. Certains électeurs qui votent traditionnellement travaillistes, mais qui n'avaient pas d'atome crochu avec Corbyn, se disent maintenant « Bon, au moins ce n'est pas un conservateur ». Résultat, le match est beaucoup plus serré qu'il ne s'annonçait. Ce retournement de situation est assez préoccupant. Plus de 30 000 personnes ont été sondées dans 144 bureaux de vote. Et par la magie des statistiques électorales, nous pensons pouvoir prédire ce qui s'est passé ce soir. Nous estimons que les conservateurs sont les plus forts, sans pour autant avoir la majorité absolue à ce stade. Si ces chiffres ont une quelconque valeur, je peux mettre à la poubelle le discours de défaite que je viens de finir d'écrire. Je serais ravie que nous gagnions du terrain, mais si nous sommes effectivement dans une période d'instabilité gouvernementale, si le gouvernement n'est pas aussi fort et stable que Theresa May a voulu le faire croire, comment est-ce qu'on va négocier le Brexit? À cause de l'arrogance de la Première ministre, le pays et le monde sont plus instables et effrayants que jamais. Quand allons-nous négocier notre sortie? Nous avons activé l'article 50. Et maintenant, on fait quoi? Mon Dieu, allons-nous être pendus, noyés, écartelés si tout cela est faux? Je quitte cette joyeuse bande pour me propulser à une centaine de kilomètres de là. Le dépouillement vient de commencer à Beeston et on dirait que les choses vont plutôt mal pour Anna Soubry. Nous avons provoqué cette élection parce que nous avions 20 points d'avance et une première ministre extraordinaire. Nous étions tous ses candidats. Elle était forte et stable et tout le reste. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'est mis une balle dans le pied. Parce qu'on dirait bien que Theresa est dans le pétrin et que le leader fort et stable, c'est Jeremy Corbyn. Anna n'est pas la seule à voir son siège compromis. D'autres fiefs vacillent dans tout le pays. Le décompte est terminé dans plus de 90 circonscriptions et le Parti travailliste a déjà raflé 3 sièges, 1 au Parti national écossais et 2 au Parti conservateur. Un journaliste de la BBC vient de m'envoyer un texto. Il m'a écrit « Toutes mes condoléances ». J'ai répondu « Je n'ai pas encore perdu ». Et lui, mince alors, j'ai été mal informé, la honte, toutes mes excuses.
Travaillistes et conservateurs sont au coude à coude. Le directeur de scrutin ordonne un nouveau décompte des bulletins. À Stoke, contre toute attente, Ruth Smith et Garrett Snell ont gagné. La politique de Theresa May ne fonctionne pas. Elle voulait un combat contre Jeremy Corbyn, mais ça s'est joué entre conservateurs et travaillistes et on lui a mis une raclée. Je ne lui fais pas confiance pour diriger un pays et des négociations. Elle doit partir. Tout ça, c'est à cause de son arrogance. C'est elle qui a voulu ces élections qui n'étaient pas nécessaires. Elle avait la majorité, personne ne faisait barrage au Brexit. Maintenant, elle ne pourra plus rien faire. Elle doit partir. J'espère juste qu'on ne devra pas refaire des élections. On aura vraisemblablement un nouveau gouvernement conservateur, minoritaire ou appuyé par les Irlandais du DUP. Ce qui sera fort et stable, en tout cas, c'est l'opposition, je vous le garantis. J'ai besoin de vacances. J'ai besoin de dormir. Si l'ambiance est joyeuse à Stoke au petit matin, elle est encore tendue à Beeston. Soubry, Anna-Marie, candidate du Parti conservateur, 25 983 voix. Anna Soubry l'emporte avec 800 voix d'avance et ne tarde pas à me faire savoir, comme à tout le monde, comment elle se sent. C'est une catastrophe nationale. C'est terrible. Nous avions provoqué ces élections pour renforcer notre majorité afin d'être en position de force au moment des négociations sur le Brexit. Pourriez-vous participer à notre émission sur le programme électoral? Laquelle? Celle de la BBC. D'accord. Elle est dans une position très délicate. C'est une femme remarquable, très talentueuse, qui ne recule pas devant les décisions difficiles, mais elle va devoir réviser sa position. Un an a passé et me revoici au 10 Downing Street. La première ministre, comme son prédécesseur, est mise à genoux par le Brexit, le défi du siècle pour le gouvernement britannique. Les rumeurs vont bon train dans les médias. Quelle belle soirée. Corbyn a réussi à inverser la tendance. Finalement, Theresa May se rend à Buckingham Palace. Elle a réussi à former un gouvernement en concluant un accord avec le DUP, les unionistes démocrates d'Irlande du Nord, un parti ultra-conservateur. S'il est très facile de dire « débarrassez-vous d'elle », il est plus difficile de déterminer par qui et par quoi la remplacer. On risque de créer des dissensions, des complications. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Theresa May revient de son entretien avec la reine d'humeur combative. Il est clair que seuls les conservateurs et les unionistes ont la légitimité et la capacité d'assurer une majorité à la Chambre des communes. Je crois que l'une des vérités indéniables de cette élection est qu'elle a subi le ressac de l'onde de choc provoquée par le référendum. Il va être très difficile de légiférer avec ce nouveau Parlement. C'est une évidence. Voilà ce que nous allons faire. Et maintenant, au travail. Mais dans les faits, personne n'avancera concrètement sur la question du Brexit. Nous sommes en automne 2017 et la Grande-Bretagne est plus divisée que jamais. En avez-vous terminé de votre côté? Non. Tout dépend si Mme May soumet dûment son programme de sortie de l'Union au vote du Parlement dans les 18 mois, ou d'ici la date qu'elle aura choisie, elle, pour la sortie effective de l'Union européenne ou la fin des négociations. Si elle ne retourne pas devant le Parlement pour le laisser faire son travail, bien ou mal, je traînerai à nouveau le gouvernement en justice, car ce serait une nouvelle fois contraire à nos principes constitutionnels. Pour l'heure, pas de vague non plus du côté de Nigel Farage. Il participe à une émission sur une radio londonienne où il martèle un message très simple. Nous allons reconquérir notre pays. C'est ce sur quoi beaucoup d'entre nous ont basé leur campagne. Mon conseil à la Première ministre est d'être magnanime. Madame May, dites-leur que les 3,3 millions de citoyens européens qui sont venus ici légalement conserveront leurs droits, mais qu'à partir de maintenant, les choses vont changer. Qu'adviendra-t-il de ces 3 millions de citoyens européens qui vivent et travaillent en Grande-Bretagne? Tous ces gens pris entre les tirs croisés des pros et des anti-Brexit. János Adrianopoulos, par exemple,
Il importe des vins de qualité et des spécialités de son pays natal, la Grèce. Voilà 20 ans qu'il vit à Londres et il s'est construit une bonne situation. Je crois que tous ceux qui se retrouvent perdants sont sans voix. C'est douloureux et très pénalisant vis-à-vis des taux de change. C'est comme si quelque chose était cassé. On se sent vraiment perdant. Je suis arrivé à Londres quand j'avais 18 ans. J'ai fait mes études ici et je travaille depuis que j'ai mis le pied sur le sol britannique. Je paye des impôts, je participe à la vie du pays. Mais en tant qu'Européen, même si je suis là depuis 24 ans et que j'ai 2 enfants qui ont des passeports britanniques, moi j'ai un passeport européen. Parce que je ne pensais jamais avoir besoin d'un passeport britannique. Pourquoi faire? Et puis soudain, bing! Bientôt on me mettra dans un petit bateau pour la France ou ailleurs et mes enfants devront venir me dire adieu à Kent. C'est effrayant. D'autres sont déjà partis. Ils ne peuvent pas prendre le risque de rester. Le Français Éric Bonnet gère un petit bureau d'investissement. En gros, vous vous êtes dit qu'en tant que chef d'entreprise, vous ne pouviez plus investir votre argent en Grande-Bretagne à l'avenir. Absolument. Désolé, mais c'est tout à fait ça. J'investis mon propre argent et celui de mes clients et j'essaie de trouver les meilleurs placements. Je ne peux pas prêter tout cet argent à des gens ou à des entreprises dans un pays où le risque est si grand. Je crois que certaines personnalités politiques portent une très grande responsabilité dans tout cela, parce qu'elles ont raconté des mensonges à des fins électorales. Et cela a des conséquences très néfastes pour le Royaume-Uni. Alors où en est-il, ce Royaume-Uni? Quel impact aura eu le Brexit dans un an? C'est un grand point d'interrogation. Personne n'en sait rien parce que tout le monde ment. Personne ne fait confiance à personne. Donc on ne sait rien, mais on continue. On met un pied devant l'autre et on fait ce qu'on peut en attendant de voir ce qui va se passer dans 2 ans. Enfin, même moins de 2 ans. Oui, c'est pour mars 2019. Eh oui.